Alors ici, je vais faire une vidéo qui va concerner donc le point de vue de la statique du point matériel. Alors on peut avoir la statique du solide, la statique du solide, et la statique du point matériel. Alors, je peux vous dire qu'ici, la statique on va dire que le point matériel, ses propriétés sont héritées de la statique du solide. On va rechercher toutes les propriétés de la statique du solide. On hérite ses propriétés, simplement il y a une particularité, juste une petite particularité qui fera que, bon, on a une simplification de la statique du point matériel, à moins d'équations que la statique du solide. Et justement, c'est ça que je vais voir ici. Donc, il y a la statique du solide. De la statique du solide, on va chercher toutes les propriétés, leurs marques, voilà, les bases fondamentales de la statique du solide. Et puis, on en extrait, je veux dire, une particularité qui est la statique du point matériel, par héritage des propriétés. Bon, alors avant toute chose, les principaux, enfin, je m'excuse, les principes, les bases, les principes de la statique, bon, d'abord, qu'est-ce qu'on fait? Que ce soit pour la statique du solide ou comment on appelle ça, du point matériel, ben c'est toujours sur base d'un même cheminement. On crée bon, un dessin du système, on a un système ou plusieurs systèmes. Alors je rappelle quand il y a, ici par exemple ici, j'ai pris un système, voilà, qui est une poutre, qu'est-ce qui se passe? Ben, il n'y a qu'un seul système, enfin le système est composé que d'un seul, voilà, un et unique objet, voilà, qui est la poutre. Donc à ce moment-là, on n'a pas de force intérieure. Il n'y a aucune force intérieure parce qu'il n'y a qu'un unique objet dans le système. Voilà, et on a toutes des forces extérieures que vous voyez. Maintenant, si vous avez composé le système S1, S2, là, à ce moment-là, on a deux forces intérieures. Et puis après, si on fait voilà, composition de trois systèmes, dont ici le tyran qui est négligeable, je veux dire, on a aussi des forces extérieures et intérieures. Bon, on a toujours des forces extérieures et intérieures, sauf quand le système est composé d'un seul, voilà, un seul objet. Là, on n'a plus que des forces extérieures. Alors, on définit donc, enfin, on fait la définition d'un système. C'est un dessin géométrique. Voilà, un dessin géométrique du système ou de l'ensemble des systèmes qui sont mis on étudie un système. Voilà, qu'est-ce que c'est que le système? Comment est-il défini? Une fois qu'il est défini le système, ben, on a un dessin géométrique qui se fait sur base, veut dire à l'échelle, sur base d'une échelle. Alors là, on a la définition des forces par rapport au système. Ah ben, les définitions, c'est les forces qui interagissent. Hein. C'est l'interaction de forces, aussi bien des forces extérieures, intérieures que des réactions, des forces de liaison qu'on appelle les réactions. Voilà, parce que réaction, c'est un objet en contact avec le système. Ben, la force, enfin, il y aura des forces d'interaction entre les réactions du système extérieur, enfin de l'extérieur, de l'environnement extérieur sur le système. On aura des interactions de force de l'extérieur vers le système. Alors, pour connaître ces réactions, il y a différents types de réactions. On a des liaisons charnières, rotoïdes, ça dépend ce qu'on a, je veux dire, voilà, en contact avec le système. On peut avoir des charnières, des vis, des axes, voilà, et on peut avoir toute une multitude voilà, d'éléments en contact avec le système. Et bon, on peut avoir des liaisons rotoïdes, des liaisons glissières, des liaisons hélicoïdales, voilà, des liaisons de différents types. Différents types. Et alors, on étudie ça aussi en résistance des matériaux. Il n'y a pas qu'en statique, en mécanique et en statique qu'on étudie ça. Les principes de liaison sont aussi d'actualité en résistance des matériaux sous la norme. Bon, si vous la prenez la norme AFNOR, c'est la E04, E015. Alors, bien sûr, ces normes, il faut les connaître, hein, parce que sinon, vous ne saurez pas quel type de liaison que vous avez à faire, comment peut être l'interaction extérieure par rapport au système. Donc, il faut connaître tous ces types de liaisons. Alors,
on place un axe judicieusement choisi qui est bien sûr à l'échelle, qui va déterminer une échelle, soit en un axe 1D, soit 2D, soit 3D, ça dépend du problème. Hein. Voilà, si j'étudie une tige droite, voilà, je peux avoir que besoin d'un axe X. Maintenant, si j'étudie un poids suspendu, je peux avoir besoin d'un axe XY. Ben, dans d'autres cas, on peut travailler dans l'espace et avoir un axe XYZ. Alors, on a des équations relatives au système. Puis, quand on a les équations relatives au système avec toutes les forces, je rappelle qu'il faut déterminer leur direction, leur sens et leur intensité. Et puis, quand on a les solutions, ben, on a la direction, les sens, les intensités qu'on replace. Bien sûr, on redessine à l'échelle, dans le dessin, les solutions. C'est ce que j'appelle éditer les solutions. Voilà. Alors, la direction, peut-être des angles. Si on est dans l'espace, c'est cosinus alpha, cosinus bêta, cosinus gamma, c'est le cosinus directeur. Si vous êtes dans le plan, ben, c'est suivant IJ, c'est-à-dire on aura du sinus et cosinus. Alors, je rappelle qu'on peut dire que c'est tous les deux du cosinus, hein, parce que le sinus est décalé par rapport au sinus de pi demi. Donc, c'est-à-dire qu'on a des angles complémentaires entre sinus et cosinus. Donc, je peux dire que j'ai cosinus alpha et cosinus bêta aussi au niveau de la 2D. Hein. En IJ, je peux avoir deux cosinus. Hein. On n'est pas obligé de se dire qu'on a un sinus et un cosinus. Je peux tout mettre en cosinus. Alors, on a la vérification du système et on édite les solutions. Alors, les résolutions du système, ben, soit on a un système on a plusieurs équations à plusieurs inconnus, mais les inconnus peut-être les directions. Donc on peut avoir des équations trigonométriques. Et généralement on aura des équations trigonométriques. Et il faut résoudre les équations trigonométriques. Donc autant il y a des connaissances ici, les connaissances c'est voilà le point de vue voilà, des liaisons. Vous devez connaître les liaisons E04, E015, les symboles des liaisons mécaniques, ainsi que les types de liaisons. Vous devez les connaître, c'est la norme AFNOR 04, 015. Mais en plus de ça, à côté de ça, on demande de savoir résoudre des équations trigonométriques, puisqu'en fait, on va voir de la trigonométrie. Bon, maintenant, ça, c'est une chose. C'est le cheminement à suivre, le voici. Que ce soit pour l'étude d'un point matériel ou d'un solide. Alors, ici, il y a des principes fondamentaux, les bases fondamentales de la statique. Tout d'abord, avant toute chose, les principes sont basés sur un système. On va étudier un système dans lequel il y a des forces, interaction de forces. Alors, la force, c'est une direction sens intensité. Bien sûr, pour avoir un point d'application, si un point d'application, c'est un vecteur lié. S'il n'y a pas de point d'application, c'est un vecteur libre. Maintenant, s'il est lié à une droite, à un axe, on appelle ça un vecteur glissant. Un vecteur glissant. Il glisse le long de son axe. Voilà. Alors, les conditions d'équilibre, ben, dès le moment où vous avez des forces, s'il y a un équilibre de force, c'est elle est reliée par des équations mathématiques. Justement, je vous ai dit qu'il y a un système d'équations, donc c'est mathématique. Les conditions d'équilibre mécanique sont des équations mathématiques. Des équations aussi bien, je veux dire, de type trigonométrique que un système d'équations. Voilà. Donc la condition d'équilibre est liée à des relations mathématiques qu'il y a derrière. Et c'est toujours comme ça, quel que soit l'équilibre. Alors bien sûr, vous allez avoir affaire à de la géométrie. Pourquoi? Parce que la géométrie, je vous rappelle que si par exemple on a un triangle, ben, c'est des longueurs. On parle de longueur d'un triangle. Mais si on est en mécanique ou voire en électricité, ben, on peut avoir un triangle de vecteurs. Et un triangle de vecteurs, là aussi, on n'aura pas des longueurs, mais un vecteur géométrique qui sont des newtons. Mais les principes de la géométrie s'appliquent sur les vecteurs, qu'ils soient géométriques ou non géométriques. Les principes de la géométrie s'appliquent sur les vecteurs non géométriques, c'est-à-dire non géométriques, c'est ceux qui ont une mesure haute que la longueur, qui est le mètre, et les vecteurs géométriques qui ont une longueur en mètres. Et donc là apparaîtra bien sûr des vecteurs. Alors si on fait de l'électricité, on a le triangle de puissance. On peut avoir des triangles de puissance. Et là aussi, on a de la géométrie. Pourquoi? Parce qu'on a un triangle de puissance. Bien que les vecteurs là sont de type électrique, parce que voilà, enfin, je dirais même de puissance électrique. On aura par exemple, voilà
la puissance active, la puissance réactive, la puissance apparente. Et donc là, c'est selon les unités de puissance, on n'aura pas de longueur. On n'aura pas de longueur. On aura des voltampères, des watts, des voltampères réactifs, etc. Bon, ceci étant dit, on aura toujours des alpha, bêta, des triangles. Parce que si on est en électricité, on aura des triangles. Voilà, liés avec des vecteurs qui représentent les puissances, voire les tensions, les courants. Alors qu'ici, en mécanique, c'est des forces. C'est des forces. Alors qu'en géométrie, bon, les longueurs sont des vecteurs géométriques. Et donc, c'est des longueurs. C'est donné en longueur. L'intensité donnée en longueur, c'est-à-dire en mètres. Voilà. Et donc ici, vous voyez qu'on a la géométrie qui va être applicable, quelle que soit, je veux dire, la configuration, qu'elle soit triangulaire ou autre, hein, elle peut avoir toutes sortes de figures. Voilà, la multitude de figures va induire de calcul géométrique. Et donc, dans un repère, ça va donner du sinus et cosinus, si vous voulez. On va dire ça comme ça. Alors maintenant, un des principes fondamentaux, c'est que les forces sont des grandeurs vectorielles liées à leur point d'application. Si on change le vecteur lié, qui est lié à un point d'application, si on le déplace, bien sûr, on déplace la force sur son support qui est un axe delta, eh bien, là, à ce moment-là, on considère comme un vecteur glissant, mais les calculs ne changeront pas. On peut faire ça. On peut changer de place le vecteur. Ça, c'est un des premiers principes. Un deuxième principe, voilà, je parle du solide, bien sûr, ici, solide, c'est qu'on a des conditions de l'équilibre et que le solide va être amené à un ensemble d'équations, somme de force égale à 0, et somme des moments de force par rapport, somme des moments de force par rapport à un point A est égale à 0. Voilà. Alors que pour le point matériel, c'est juste qu'on a une réduction, voilà, on a une réduction du système d'équations. Là, on a 6 équations, sinon on est dans l'espace. Je m'excuse, j'ai rien dit. On a 6 équations, celles-ci vont engendrer 3, celle-ci 3, ça fait 6. Par contre, ici, le point matériel, on a plus de 3 équations. Voilà. Ça, c'est. Alors, bien sûr, le solide, le point matériel, c'est quelque chose qui est réduit à sa plus simple expression, c'est un point. Un point. On réduit à un point. Point matériel, que je vais appeler PM ici, point matériel, ici, je mets un point. Voilà. Alors qu'ici, un solide, bon, ça dépend comment il est considéré le solide. J'ai pris ici un rectangle, je pourrais prendre un cercle, enfin peu importe. Voilà, solide dans l'espace ou une figure plane. Figure plane, je vais faire l'équilibre d'un câble. Bon, un câble c'est dans le plan. Voilà. Donc on peut avoir des solides soit dans le plan ou dans l'espace. Mais en tout cas, ça va engendrer la somme des forces égale à 0. On a 3 équations là-bas et somme des moments de force égale à 0. Et alors on a le principe de l'action-réaction. Que ce soit pour le point matériel ou le solide, on a le principe de l'action-réaction. Voilà. Ici, la différence entre les deux, c'est que le point matériel, il y a moins d'équations. C'est juste ça. Alors, principe de l'action-réaction, je vous rappelle que si un solide S exerce une force F sur un solide S', on a un point, bien sûr, de contact. On a un point de contact entre les deux solides. Eh bien, le solide S' va exercer sur S, au même point de contact, bien sûr, là où il y a le point de contact, une force opposée qui est moins F, puisque j'avais dit que pour le solide S, bon, on a une force F, pour le solide S', on aura la même force, mais opposée, qui est moins F. Et ces deux forces sont appelées, bien sûr, action. F, c'est l'action, et l'opposé, ce sera moins F, ce sera la réaction. Alors, je vous rappelle qu'en intensité, l'action et la réaction sont égales, c'est juste que, et en direction, ils ont même, voilà, ils sont tous les deux sur on va dire, sur un même vecteur, un même support. Ils sont tous les deux sur un même support. Simplement, le sens est opposé. Donc, on a deux forces opposées. Alors, deux forces directement opposées, c'est quoi? C'est deux vecteurs qui ont même direction, même norme, mais des sens opposés. C'est ça, deux vecteurs opposés. Voilà, donc en fait, le principe de l'action-réaction est toujours valable pour le point matériel ou solide. Alors, ici, le vecteur glissant ici, s'il est lié à un point, que ce soit pour le vecteur glissant,
ou à un autre, je peux déplacer les forces. Je peux déplacer les forces, c'est pas un problème, ça ne changera pas rien à la nature du calcul. Et ça, c'est valable aussi pour le solide et le poids matériel. Alors, ça, c'est valable pour le solide, et le poids matériel aussi. Alors, vous devez connaître les normes E04, E015, les normes AFNOR, les normes françaises, c'est une normalisation française sur les liaisons mécaniques. Et donc, vous devez connaître le type de réaction et bon, les directions que peuvent prendre, je veux dire, certaines réactions. Alors, les degrés de liberté, avec les degrés de liberté. Le 4. Ici, attention qu'ici je voulais dire quelque chose. On peut dire ici que tout corps gêné peut être considéré comme libre. Bien sûr, si on supprime les liaisons, hein, c'est une liaison, c'est qu'elle empêche le mouvement. Mais si vous empêchez la liaison, bah à ce moment-là, le corps est libre de bouger. Hein, c'est pas un problème. Et on peut remplacer, donc, au niveau des liaisons, par des forces de liaison, ce qu'on appelle les réactions. Donc, quand un système est en contact avec, je veux dire, un corps extérieur, voilà, et qui empêche, voilà, le corps de bouger, c'est-à-dire le système de bouger, ben, ça veut dire qu'il y a des forces de liaison, il y a des forces de contact, des forces de nature à empêcher le mouvement. Et si vous empêchez, si à l'esprit vous enlevez, voilà, le corps qui gêne le système à bouger, ben, vous pouvez remplacer, voilà, au niveau du corps qui gêne, voilà, du corps qui est en contact avec le système, ben, vous pouvez lui mettre des forces extérieures qui sont des réactions, des forces de réaction qui vont interagir sur le système. Voilà, et là, j'ai un petit changement à faire puisque ici, si on a un solide que j'appelle S, ben on peut admettre qu'il est en équilibre par rapport à la Terre. Alors, pour qu'il soit en équilibre par rapport à la Terre, il faut que le torseur F, ou ce que j'appelle torseur T, hein, bon, ça c'est la dénomination, je peux l'appeler F ou T, associé aux actions extérieures, exerce sur S soit nul. Donc le torseur doit être nul. Donc le torseur F ou T, hein, j'appelais F ou T, le torseur F associé aux actions extérieures, s'exerçant bien sûr sur le solide, doit être nul. Bah, et alors ce principe, bien sûr, entraîne quoi? Deux équations. Vous voyez R de F égale 0, c'est la résultante. La résultante voilà, du torseur est égale à 0. Et le moment, voilà, le moment résultant par rapport au torseur F doit être aussi nul. Et donc on peut déduire combien d'équations scalaires? Mais 6. 6 équations scalaires. Alors on ne peut jamais avoir plus de 6 renseignements comme je l'ai toujours dit. Bien sûr, quand on écrit qu'un solide est en équilibre, voilà. Et maintenant, si vous voulez, on peut mettre plus d'équations, mais à ce moment, il faut avoir une hypothèse supplémentaire, des hypothèses supplémentaires. À ce moment, on peut avoir un problème comportant plus de 6 inconnus. Mais à ce moment, il faut des hypothèses, des hypothèses plausibles par rapport au système, bien sûr. Hein. Plausibles. Hein. Faut que ça se fasse. Il ne faut pas inventer, on n'invente pas des hypothèses supplémentaires. Ça veut dire que s'il y a trop d'inconnus et qu'on ne sait pas résoudre le système, et que vous n'avez pas des hypothèses supplémentaires, ben ça veut dire que le système, on ne sait pas résoudre le problème. On ne sait pas résoudre le problème puisque vous avez plus d'inconnus que d'équations. Voilà, donc, si vous avez plus de 6 inconnus, puisqu'il n'y a que 6 possibilités d'équations, puisqu'il y en a 3 qui viennent de la résultante du torseur égale à 0, et 3 qui viendront du moment voilà, du torseur par rapport à un point Q est égal à 0. Donc 3 plus 3, ça fait 6. Voilà. Je parle d'un solide ici. Hein. Attention, ici, mettez-vous bien à l'esprit que je ne suis pas au point matériel, parce que je vais en venir au point matériel. Ici, c'est le solide. Le solide, bon, 6 équations suffisent, mais si maintenant il y a plus d'inconnus, bah à ce moment il faut des hypothèses supplémentaires. Associées bien sûr au système et plausible, ça doit être plausible. Voilà.
Donc, ce qui veut dire, en conclusion, quand on a un système de force extérieure agissant sur un solide, parce qu'ici je suis au travers du solide, je parle du solide, bien sûr un solide en équilibre, hein, parce qu'on va se dire que le solide est en équilibre, devra être un représentant du torseur nul. Il devra être un représentant du torseur nul. Voilà. Alors, ce qui veut dire que vous voyez bien que les conditions d'équilibre induisent des équations. Et induisent des équations. Donc, c'est mathématique. Voilà. Alors, le système de force extérieure doit être un système équivalent à 0. Ça doit être un système équivalent à 0, ce que j'appelle un SEZ, un système équivalent à 0. Donc, la résultante des forces extérieures, des forces FI, F indice I, et le moment résultant en haut de ces mêmes forces doivent être nuls. Donc on doit voir ça. R égale somme des I égale à 1 jusqu'à N, puisqu'il y a N forces, des F de I doit être nul. Voilà. Ça parce qu'on a un système équivalent à 0. Et le moment, ce sera pareil. Le moment, bien sûr, des forces par rapport à FI. Bien sûr, ici, vous aurez compris que c'est R de FI. Hein. La résistance des forces FI. Voilà. Tout comme ici, c'est le moment des forces FI. Donc, et ça, c'est un système équivalent à 0. Pour le solide, attention, je suis toujours au solide ici, parce que bah, il va y avoir un petit changement. Ça, c'est pour le solide. J'énonce les principes du solide, et puis après, je viendrai au point matériel, hein, c'est juste ça. Alors ici, on est toujours au solide. Voilà. Le point 6, c'est quoi? Les forces extérieures comprennent donc les forces extérieures directement appliquées, et bien sûr, les réactions des systèmes extérieurs ne faisant pas partie du solide. Les forces intérieures pourraient être ajoutées, mais ça ne changerait rien. Pourquoi? Parce qu'en vertu du principe de l'action égale la réaction, elles forment nécessairement un système équivalent à 0. On a un système équivalent à 0 pour les forces intérieures. Alors, vous voyez bien ici, j'ai mis, voilà, si vous regardez les forces intérieures ici, F de S2 plus F S1, ça fait 0. F de S1 plus, enfin, F de S2 S1 plus F de S1 S2, ça fait 0. Voilà. C'est d'office, parce qu'on a action-réaction, donc on a deux forces opposées, toutes les forces vont s'annuler. Voilà. Là, j'ai pris un système, voilà, je prends un autre système, voilà. Si je prends S1, S2, ben, F de S2 sur S1 et F de S1 sur S2, ça fait 0. Donc, ça fait déjà 0 directement. On le voit tout de suite. Hein. Alors, maintenant, si je prends... ici, il n'y a pas de force intérieure, parce que j'ai un système unique. Enfin, j'ai un système avec un composé d'un seul objet. Alors, on va prendre S1. Bon, je l'ai mis. S1, S2, c'est S2 plus FS2 sur S1 plus FS1 sur S2, ça fait 0. Bon, je prends le système numéro, je sais pas où est-ce qu'il est. Le 3, il est là. Voilà, ça c'est S1 plus S2 plus la tige, enfin, voilà, le tyran, la tige c'est le tyran, qui est avec deux points négligeables ici. Vous voyez que si je fais FS2 S1 plus FS1 S2, ça fait 0. Puis si je fais F de T S1 plus F de S1 T, ça fait 0. Donc les forces intérieures, ben, ce sera toujours de 0. Donc on aura toujours un système équivalent à 0 pour les forces intérieures, d'office. Donc on ne les tient pas en compte parce que on sait bien que ça fera 0. Alors, donc, on a les forces qui agissent et les forces qui contre-réagissent. C'est pour ça qu'on a les forces d'action, les forces de réaction, et les liaisons sont des forces de réaction, ben, parce que c'est des composants extérieurs qui sont en contact avec le système et qui vont induire bon, toute une panoplie de, voilà, suivant les normes E04, E015, ben, si vous avez une liaison d'encastrement, on a 0 rotation et 0 translation, ce qui fait 0 degré de liberté. Si on a une liaison glissière hélicoïdale, on a une rotation, une translation conjuguée. Donc combien de degrés de liberté? Ben, on a 1 degré de liberté. Si maintenant on a une liaison glissière, ben, c'est 0 rotation et une translation. Donc au bout du compte, on a 1 degré de liberté pour la liaison glissière. Et bien sûr, il y a des symbolismes à ça. Et vous devez les connaître.
Vous devez les connaître. Voilà. Et donc, vous devez connaître 11 possibilités. Bon, qui est la liaison pivot, liaison glissière hélicoïdale, liaison pivot glissant, liaison appui plan, liaison rotule, liaison linéaire rectiligne, liaison linéaire annulaire, liaison ponctuelle et la liaison libre. Bon, ça, il faut connaître par cœur. C'est comme ça, c'est comme quand vous faites des équations trigonométriques, vous devez connaître vos formules. Mais ici, vous devez connaître ça, sinon vous n'êtes pas, vous ne voulez pas introduire, vous voulez pas étudier la mécanique. Si vous ne voyez pas le E04, E015, si vous ne le connaissez pas par cœur, c'est pas la peine de faire de la mécanique, parce que vous ne connaissez pas même la résistance des matériaux. Vous devez connaître cette norme. Hein. AFNOR, des types de liaisons mécaniques. Ça, vous devez connaître obligatoirement. Bon, normalement, un bon professeur, voilà, un bon professeur, bah, il va poser des questions de connaissances sur les normes AFNOR. Bon, on ne commence pas à faire du calcul si vous ne connaissez pas les normes AFNOR. Bah, disons qu'il y en a 11 à retenir. Hein. Bon, c'est pas la mer à boire. Hein. C'est pas la mer à boire. C'est en fait une page d'études, mais à connaître par cœur. Et à ne pas oublier. C'est une page à retenir par cœur et ne plus oublier. Donc ça c'est obligatoire pour ceux qui font de la mécanique. Voilà. Et donc on peut avoir des vis, des écrous, des goupilles, des clavettes, tout ce que vous voulez. Voilà. Des liaisons rotules, hélicoïdales. Voilà. On peut avoir des hélices. Voilà. On peut avoir tout ce qu'on veut. Voilà. Des anneaux. On peut avoir beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Des poulies. On peut avoir des poulies. On peut avoir beaucoup de choses. Voilà. Ceci étant dit, j'en vais ici. Bon, ça c'est le système équivalent à 0 pour les forces intérieures. C'est d'office un système équivalent à 0 parce que les forces intérieures sont nulles. La somme des forces extérieures sont nulles. Donc, lui, les forces intérieures, c'est directement un SEZ, donc un système équivalent à 0. Alors que les forces extérieures, c'est un SEZ déjà, hein, je vous l'ai dit. C'est un système équivalent à 0, du fait de torseur. Hein, voilà. Les forces extérieures sur le solide, applicables sur le solide, ben, c'est déjà un système équivalent à 0. Par contre, les forces intérieures, c'est d'office, comme elles sont nulles, c'est d'office un système équivalent à 0. C'est ça que j'explique ici. Voilà, et bien maintenant, je vais traiter la statique, après avoir vu les bases fondamentales de la statique du solide, eh ben, je vois les principes fondamentaux. Enfin, je m'excuse. Elle va hériter. Les propriétés de la statique du solide vont s'hériter à la statique du point matériel. Simplement, il y aura une petite, je veux dire, on va voir qu'est-ce qui va changer. On aura moins d'équations, c'est ça que je veux dire. On aura juste moins d'équations. On aura moins d'équations. Alors, eh bien, voyons voir ça. Donc les principes restent valables. On a toujours le principe de l'action-réaction. Il faut toujours créer un système. On aura toujours ceci à faire. Ça, ce sera toujours le cas. On aura des liaisons. On aura toujours l'existence de liaisons, tralala, tralala. Mais qu'est-ce qui va changer? Juste un petit truc. Regardez bien. Donc, maintenant, je suis au point matériel. Alors, bien sûr, je vous ai dit que tout est relié sur base de conditions mathématiques, puisque en fait, on a un équilibre. Ici, c'est un équilibre voilà. On a des conditions d'équilibre mécanique sur le solide, puisque je parlais du solide. Je vous avais dit que c'était les principes fondamentaux de la statique du solide. Mais maintenant, si j'applique ça, conditions, ben, on a aussi des conditions. On a des conditions d'équilibre. Donc, on aura des équations mathématiques. Quelles sont-elles? Eh bien, dans le cas du point matériel, qu'est-ce qui se passe? C'est juste que les dimensions du corps, voilà, j'ai parlé des dimensions, hein, j'ai pas parlé du poids. Alors, dans certains calculs, le poids est négligeable. Parfois, on peut négliger le poids, mais ça dépend du cas de figure. Donc, le système, qu'est-ce que c'est que le poids matériel? Je veux dire, c'est un système en soi. C'est un système en soi qui est juste basé sur un point. On dessine un point. Voilà, donc on a un point que je vais appeler par exemple point M.
Voilà. Alors, la dimension, bien sûr, c'est la dimension d'un point. Donc, les dimensions du corps, on va dire, il est réduite. C'est pas comme si je dessinais bon, un solide qui est un rectangle ou quelque chose comme ça, ou une boîte. Je dessine un solide qui est une boîte. Voilà, bon là, les dimensions sont pas négligeables. Bon, maintenant, ici, pour le point matériel, bon, c'est un point, donc les dimensions sont négligées. Bon, le poids, ben, ça dépend. Le poids, ça dépend. Tout le traitement du poids peut être négligé dans certains cas de figure. Mais sinon, il a un poids. Le poids matériel a un poids. Il possède un poids. Voilà. Mais il peut être négligé dans certains cas de figure. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cas du point matériel, c'est que toutes les forces concourent. On a des forces concurrentes par rapport vis-à-vis de ce point. On a toutes des forces concurrentes. Toutes les forces concourent par rapport au point matériel. C'est normal parce qu'on n'a qu'un seul point. On n'a qu'un seul point. Donc, on ne saurait pas les appliquer ailleurs que sur ce point. Donc, les forces que je vais appeler FI, F1, F2, F3 ici, bon, on a quelques forces, j'en ai mis 4. Voilà, vont s'appliquer sur le point matériel qui est M. Et voilà, donc on a des forces concurrentes ici. Alors, bien sûr, la donne, c'est qu'on n'a plus de force intérieure, puisqu'on a un point. On a toutes des forces extérieures. On ne peut pas imaginer ici des forces intérieures. Donc, au niveau des forces intérieures, il n'y en a pas. On n'a que des forces extérieures. Alors, ici, bien sûr, c'est une condition nécessaire et suffisante. Attention à ça. C'est une condition nécessaire et suffisante pour avoir l'équilibre. La condition, c'est une condition nécessaire et suffisante. Alors ici, j'avais dit, pour les forces intérieures du solide, est-ce que j'ai juste un petit truc à montrer. Voilà ici, pour que ce soit un système équivalent, c'est une condition nécessaire ici. Hein. Bon, donc c'est-à-dire que les forces intérieures pourraient être ajoutées. Elles peuvent être ajoutées les forces intérieures, mais ça changerait rien parce qu'on sait bien qu'en vertu du principe de l'action-réaction, ben, ça fait 0. Donc elles forment ce qu'on appelle nécessairement, on va dire, elles forment nécessairement un système équivalent à 0. Elles forment nécessairement un système équivalent à 0. Par contre ici, ici pour les conditions d'équilibre du point matériel, là ce sont des conditions nécessaires et suffisantes. Alors, quelles sont les conditions nécessaires et suffisantes pour qu'un point matériel soit en équilibre? Pour avoir équilibre, la condition nécessaire et suffisante pour qu'il soit en équilibre, donc il faut et il suffit que la résultante de toutes les forces agissant sur le point M soit nulle. Donc la somme des forces au point M, la somme des forces Fi pour I égale à 1, juste 1, il suffit de ça. Donc j'ai plus besoin, ici on n'a plus besoin des équations des moments. Donc il faut que la résultante soit nulle tout simplement. Donc ce qui veut dire que pour le solide, on avait le torseur, il disait que la résultante et le moment du torseur devait être nul, ce qui est impliqué que voilà, on avait un système équivalent à 0, puisqu'on devait avoir la somme des forces égale à 0. Et la somme des moments des forces par rapport à un point O est égale à 0. Des différentes forces extérieures sont nulles. Ben, ici, qu'est-ce qui se passe? Alors, pour le solide, on a le 1 et le 2, mais pour le
pour le point matériel, on n'a plus que le 1. On n'a plus que le 1. On n'a plus que le 1. Donc on n'a plus que ça. C'est une condition nécessaire et suffisante d'équilibre. Dès que vous avez ça, on a l'équilibre. Ben, bien sûr, équilibre du point matériel. C'est l'équilibre du point matériel. Alors pourquoi ça? Pourquoi? Bien, normalement, je vais avoir aussi le torseur égal à 0. Hein. C'est-à-dire aussi bien pour les moments. Mais pourquoi ici, ça suffit? Pourquoi ça suffit? Parce qu'il y a quelque chose qui va se passer si la résultante des forces est nulle. On dira, pour avoir un équilibre, l'ensemble des forces agissant, bien sûr, sur le point M doit être équivalent à 0. Donc on a un système équivalent à 0. Je parle du point matériel. Attention, hein, je parle du point matériel. Doit être équivalent à 0. Donc la résultante doit être nulle. Ça, c'est la résistance des forces. Hein. Et le moment résultant doit être nul aussi. Par rapport à un point O, bien sûr, des différentes forces doit être égal à 0. Tout comme ici, la résultante des différentes forces Fi égale à 0. Mais pourquoi j'ai une condition nécessaire? Elle est nécessaire, mais elle est suffisante. Pourquoi? Pour avoir l'équilibre, il suffit d'avoir ceci. Dès qu'on a ça, on a l'équilibre. Il n'y a pas besoin de la deuxième. Pourquoi? Parce que si la résultante est égale à 0, le moment résultant devient ce qu'on appelle un invariant. Dans ce cas-ci, si la résultante égale 0, le moment ici devient un invariant. Comme toutes les forces extérieures concourent en M, ben leur moment en M est nul. Elles concourent tous en M. Donc si je calcule le moment en M, ben il est nul aussi. Et ce sera toujours comme ça. Le point M, voilà, ils concourent tous au point M. Si je calcule le moment en M, ben, il n'y a pas de distance. Quand vous faites un calcul de moment, c'est un bras de levier fois une force. Un bras de levier fois une force. Maintenant, si vous calculez toutes les forces par rapport à un point M, où on a toutes des forces qui passent par là, par le point M, ben, le bras de levier il est nul, hein, partout. Donc on a G de M qui devient un invariant. Donc, pour avoir une condition d'équilibre, on sait directement que G de M vaudra 0, puisqu'il est invariant, il ne varie pas. Puisqu'on n'a qu'un point, on calcule tout par rapport au point M, ça sera toujours 0. Mais, ce qui veut dire que, pour avoir l'équilibre, il suffit d'avoir ça. Il suffit d'avoir que la résultante des forces est égale à 0. Et donc, bien sûr, ici, c'est un invariant parce que si je calcule en M, ça vaudra 0. Si je calcule en M, ça vaudra 0. Mais si je calcule en O, ça vaudra aussi 0. Donc, quel que soit le point où je veux calculer, comment on appelle ça, quel que soit le point où je veux calculer le moment, ben, ça sera toujours 0. Voilà, le moment vaudra toujours 0. Il y a juste un petit truc que j'ai oublié, c'est 0 avec une flèche, parce que c'est un vecteur. Alors maintenant, qu'est-ce que ça donne analytiquement pour le point matériel? Il faut décomposer suivant les axes. Alors je vous rappelle que les axes doivent être judicieusement choisis. Hein. Je vous le rappelle, ici il est là. C'est le point numéro définition des forces. Placez un axe géométrique à l'échelle, judicieusement placé. Donc vous choisissez là où vous allez avoir le plus facile de... voilà, les expressions les plus faciles, les expressions analytiques les plus faciles. Donc comment est-ce que je vais écrire analytiquement?
la seule équation d'équilibre pour le point matériel, au niveau analytique, ben, j'aurai la résultante qui est égale à 0, s'entraîne dans un repère, bien sûr, orthonormé direct, O, I, J, K, donc dans l'espace. Hein, il y a un repère direct qui était dans l'espace. I, J, K. On a le point matériel, bien sûr, qui est ici. Ici, on a le point O. Là, j'ai le point M. Et sur le point M, on a toutes les forces spatiales. Attention que ce sont des forces spatiales. Enfin, F2, voilà, etc. Ce sont des forces spatiales. Voilà. Qui va donner... Bon, je pourrais les mettre dans l'autre sens. Hein. Les forces peuvent être comme ça. Voilà. F4, F5, voilà. On va dire ça comme ça. Parce que le signe, il est donné par le résultat. Qu'est-ce qui va donner le... Vous mettez des forces n'importe comment, hein. Les sens, vous n'êtes pas censé savoir comment ils sont placés. Mais quand vous allez faire le calcul, si vous avez un moins, ça veut dire que la force, vous avez mis le sens contraire. Il faudra remettre le bon sens par rapport au moins. C'est-à-dire qu'il faut, celui qui est négatif, une force avec une intensité négative, ça veut dire qu'il faudra remettre positif. Et donc la flèche devra être, comme vous l'avez choisi dans un sens, mais comme il est négatif dans le calcul, il faudra le mettre à l'opposé. C'est un petit peu comme les circuits électriques. Voilà, quand on trouve un moins, ça veut dire que le courant va dans le sens opposé de celui que vous aviez prévu. C'est un petit peu la même chose. Donc, on a trois équations, on va dire, de type algébrique, où on va trouver, bien sûr, le x, y, z. On aura la somme des xi est égale à 0, voilà, pour i égale à 1 jusqu'à n. La somme des yi égale à 0 pour i égale à 1 jusqu'à n. Et la somme des zi est égal à 0 pour i égale à 1 jusqu'à n. Alors bien sûr, vous aurez compris que qu'est-ce que c'est que xy, z? C'est la composante de la résultante R. Donc j'écrirai que R vaudra xi plus yj plus zk. Et qu'est-ce que c'est qu'xi, yi, zi? Ben, ce sont les forces Fi. C'est les composantes des forces extérieures. C'est-à-dire que les Fi seront données par xi i plus yi j plus zi k. Ça, c'est les forces extérieures. Voilà. Donc vous faites la somme des composantes en x, la somme des composantes en y, la somme des composantes en z. Donc les Fi, ce sont les forces actives et les forces de liaison. Fi, ce sont les forces actives qui agissent, voilà, les forces de liaison. Alors vous aurez compris qu'il ne peut y avoir plus de trois inconnus dans un problème, puisqu'on ne dispose que de 3 équations. Voilà, j'ai 3 équations, on ne sait pas avoir voilà, plus de 3 inconnus. Voilà les équations, bien sûr, c'est celle que je viens de vous donner. C'est celle qui va donner x, celle qui va donner y, et celle qui va donner z. Alors maintenant, si on a un problème, ça c'est un problème spatial, dans l'espace. Si on a un problème plan, ouais, c'est comme ici, j'avais dit tout à l'heure, si c'est quand je disais si, 3 équations, c'est dans l'espace. Hein. 3 équations, c'est dans l'espace. Vous aurez compris que c'est 6 équations. 6 équations, c'est dans l'espace. Hein. Voilà. Parce que si vous êtes dans le plan, on a moins d'équations, puisqu'on a moins d'équations. Le système de force, s'il est situé dans un plan, ben on aura 2 équations qui suffisent. Hein. Ben, bien sûr, qui suffisent à traduire l'équilibre des forces au point M. Alors, s'il y a deux... si on est dans le plan, ben, comme je vous l'ai dit, il ne restera plus que... on dirait que 2 équations suffisent à traduire bien sûr l'équilibre du point M.
La troisième étant toujours satisfaite. On va dire que la troisième est d'office satisfaite. Voilà. Alors, ce qui veut dire, si on a deux équations dans le plan, ben, on ne pourra avoir que deux inconnus. On ne pourra avoir pas plus de deux inconnus. Tout comme dans un problème spatial, si vous avez ici, pour le point matériel, pour trois équations, on ne peut pas avoir plus de trois inconnus, sauf si vous ramenez des hypothèses en plus. Voilà. Et pour un problème, par contre, pour le solide, il faudra, dans l'espace, c'est six équations, donc on ne peut pas avoir plus de six inconnus. Mais s'il y a plus d'inconnus, bien sûr, qu'est-ce qu'on fait? Ben, il faut des hypothèses supplémentaires. Ça, je l'ai dit tout à l'heure. Mais supposons qu'il n'y a pas d'hypothèse supplémentaire. Si on a un problème spatial, on aura 6 équations. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas ramener plus de 6 inconnus. Si on est dans un problème plan pour le solide, là, à ce moment-là, on a deux équations pour la résultante et deux équations pour le moment. Ce qui fait 4 équations. Mais on ne peut pas avoir plus que de 4 inconnus. Voilà. Et ici, si on est dans un problème pour le point matériel, si on est dans un problème plan, ben, plan, ça veut dire qu'on aura deux équations, donc pas plus de deux inconnus. On ne peut pas avoir plus de deux inconnus. Donc un problème plan, c'est pas plus de deux inconnus. Et un problème spatial, c'est pas plus de trois inconnus. Donc vous voyez que ici c'est 2 et 3. Pour le plan, c'est 2, maximum 2 inconnus. Et pour l'espace, c'est maximum 3 inconnus. Par contre, pour le solide, ben, si on est dans l'espace, c'est maximum. Si on est dans l'espace, ici c'est maximum 6 équations. Donc maximum 6 inconnus si on est dans l'espace. Pour le solide, bien sûr. Et si on est dans le plan, ben, c'est maximum 4 équations, donc maximum 4 inconnus. Donc ici c'est 4 et 6, alors que pour le solide c'est 4 et 6. Plan espace c'est 4 et 6, alors que pour le point matériel, c'est plan espace c'est 2 et 3 inconnus maximum. Voilà, et ici tout a été dit pour le... Je peux commencer les problèmes sur le point matériel. Voilà, faire des problèmes établir des problèmes qui vont répertorier, je veux dire, le cheminement que voici. Je vous remercie. Ah, qu'est-ce qui se passe là?